À chaque année, en Amérique, il y a 250 000 personnes et plus qui décèdent à l'hôpital et ce n'est pas de la négligence. C'est vraiment ce qu'on appelle des accidents. Tout ça par un manque de communication. Un exemple bien banal, c'est le médecin ou l'équipe de jour qui n'a pas briefé et qui n'a pas donné assez d'informations à l'équipe de soir. Puis là, il y a une erreur ou il y a un accident ou il y a quelque chose qui se passe, puis il y a un décès. Pourtant, on s'entend que l'Amérique a les meilleurs médecins. On pourrait présumer qu'ils ont les meilleurs médecins au monde. On pourrait présumer aussi la meilleure technologie, le meilleur accès au niveau équipements médicaux et ainsi de suite. On s'entend qu'en Amérique, en tout cas en Occident, du moins, nos hôpitaux sont très modernes. À cause de quoi? À cause de gens qui font leur job. Tu sais, quand on dit je fais ma job, là, je respecte le mandat qu'on m'a donné. Je fais ce qu'on me demande, mais ça, ce que ça fait, c'est que ça cause justement des choses comme ça. Parce que l'administration, en général, de tous les hôpitaux partout en Amérique, il y a seulement 5 % des administrateurs qui sont médecins. Alors, tous les autres brassent des papiers, brassent des chiffres, brassent des protocoles, des procédures, des règlements et ne sont pas connectés sur le client, dans le fond, qui est le patient. Et c'est ce que ça cause. Des gens qui, quand ils rentrent de travailler le soir à la maison, ils disent « j'ai fait ma job », sans égard aux conséquences ou à la différence que tu peux faire dans la vie des gens. Et tout ça est causé par ce qu'on appelle l'ère industrielle. Autour des années milieu du 19e siècle, c'est-à-dire, non, 17e, 1850, où ce qu'on passait de l'ère d'agriculture, ce qu'on appelle l'ère agraire, et vraiment, là, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Puis à l'époque, tu n'étais pas payé pour penser. En fait, on voit comment les chaînes de montage puis de production étaient disposées. Tu étais payé pour ce qui se passait à partir de tes épaules jusqu'en bas. Tu étais payé pour faire. Tu étais payé pour produire. Tu étais payé pour faire ta job, pas pour penser. Et ça, ben, pour préparer ces travailleurs-là, ben, il fallait aussi préparer l'école. Alors, dès le jeune âge, dès que nos enfants, à l'époque, devaient aller à l'école, ben, on les cordait, on les préparait, on les enseignait de la même façon pour les préparer justement à travailler en usine. On entrait dans le moule. Et ça, ce que ça a créé, puis j'oserais croire que c'est plus de même maintenant parce que mes enfants ont des enfants qui vont à l'école. Alors, mes enfants ne vont plus à l'école, mais c'est ce que ça crée. En tout cas, dans mon temps, quand on allait à l'école, bien, souvent, on s'ennuyait parce que ce n'était pas adapté à la nouvelle réalité. Ce qu'on oublie, c'est que, ça, vous m'avez entendu le dire souvent, c'est que le monde a changé, bien sûr. Puis le monde a changé pas à cause de COVID. Même avant COVID, le monde changeait tout le temps. Et souvent, le monde du travail, le monde scolaire, le monde de l'éducation ne s'adapte pas, du moins pas à la même vitesse que tous les changements qu'on vit. Que ce soit les différentes générations qui travaillent ensemble, que ce soit l'ère de l'information, l'accès à l'information aussi, la démocratisation de la connaissance. On a des employés maintenant que peut-être qu'ils font juste leur job, sauf qu'ils pourraient faire plus. Ils ont un meilleur potentiel que ça parce que, sans égard au niveau d'éducation de nos équipiers et des gens avec qui on travaille, ces gens-là ont accès à la connaissance. Et ça, il faut en tenir compte parce que sinon, on va les perdre. Et il est prévu, dans les 5 à 10 prochaines années, aux États-Unis seulement, selon mes statistiques, que 73 millions d'emplois, 73 millions de jobs vont être remplacés par l'intelligence artificielle ou les robots. Alors, on fait quoi? Alors, si comme entrepreneur ou comme petite entreprise, ou si vous avez à travailler avec des gens, que ce soit à temps plein, temps partiel, consultant, sous-contractant ou ainsi de suite,
ben, il faut tenir compte de ça. Et c'est là que vient le concept de Red Work et Blue Work, c'est-à-dire, il y a deux façons de travailler. Il y a la façon comme dans le temps de l'ère industrielle, la révolution industrielle, puis il y a une nouvelle façon maintenant, différente. Puis je vais juste à ce sujet-là vous montrer un petit vidéo dans même pas là, 2 minutes qui va illustrer vraiment la différence entre ces deux types de travail. Today I'm going to talk about the two kinds of work, and they're red work and blue work. Now, red work is work which is fundamentally about reducing variability. Red work is the kind of work we're very familiar with over the last several hundred years of the Industrial Revolution. Red work is about doing, it's about avoiding errors, and it's about execution. When we say we come to work to do our jobs, that's a legacy of this long history of red work. Ce sera pas long, mon vidéo a gelé. OK, je vais le recommencer. Petit défi technique. Then there's blue work. Blue work is fundamentally about embracing variability. Blue work is thinking work, not doing. Blue work is about achieving excellence, not avoiding errors. And blue work is about decision-making, not simply executing our jobs. So we think about when we do work, it's either red work or blue work. And we alternate between red work and blue work. But here's the problem. Bots, algorithms, and robots are increasingly eating away at the red work. So if you're doing a lot of red work, your job is at risk and it's going to go away. So our nudge to you is this: think about the work that you're doing and create more blue work in the work. I'm David. Alors, le monsieur que vous venez de voir sur la petite vidéo, je vais vous le présenter dans quelques instants. Puis ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'il y a deux façons de travailler. Il y a la façon ancienne que lui appelle Red Work, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a appris, là, fais juste ta job, tu n'es pas payé pour penser, puis fais ce qu'on te demande de faire. Sauf que vient un temps où, on l'a vu quand l'usine de production Molson dans le vieux Montréal sur Notre-Dame a annoncé qu'elle allait déménager puis bâtir une usine beaucoup plus moderne, bien, le syndicat s'est inquiété parce que ça représentait des pertes de plusieurs centaines d'emplois. Pourquoi? Parce que certains emplois peuvent être remplacés maintenant par des machines. Comme leader, comme entrepreneur, si vous avez des gens à diriger, si vous avez à collaborer avec des gens, ce que ça fait, ça, c'est que vous voulez peut-être, comment dire, plus de créativité de la part de ces gens-là. Vous voulez les responsabiliser. Bien, pour que ces gens-là assument des responsabilités, bien, il faut la donner, la responsabilité. Et c'est là qu'il faut passer de ce qu'on David Marquette appelle Red Work à Blue Work, c'est-à-dire qu'on va leur donner un espace sécuritaire pour que ces gens-là puissent exprimer pleinement leur potentiel. Alors, je vous avais dit que j'allais vous le présenter, le voici. Ce monsieur-là, David Marquette est il est à la retraite maintenant, c'est un ancien commandant de la marine américaine et il y avait eu une promotion à un moment donné, une belle promotion, c'est qu'on lui avait promis le commandement de ce sous-marin-là ici, le USS Olympia, qui était un sous-marin flambant neuf, un des plus modernes et récents de la flotte américaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans la marine américaine et qu'on te donne le commandement d'un sous-marin comme ça, tu dois passer 1 an
à l'école, sur les bancs d'école, avec des cartables, des livres, des spécifications techniques pour apprendre comment le sous-marin fonctionne. Alors, capitaine David Marquette, ce qu'il a fait pendant 1 an, et alors qu'il se préparait mentalement et physiquement à assumer la direction de ce sous-marin-là, on lui a dit changement de plan. Puis vous savez comment ça peut fonctionner dans le militaire. Tu ne t'en vas pas sur le USS Olympia, tu t'en vas sur le USS Santa Fe parce que le commandement il est tombé malade ou je ne me rappelle plus de la raison exacte, mais tu dois aller le remplacer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le USS Santa Fe était à l'époque le pire sous-marin dans le classement de tous les sous-marins de la flotte américaine. Le moral était au plus bas. C'était un sous-marin qui était désuet. Personne n'aimait travailler là. Il n'y avait aucun esprit d'équipe. C'était vraiment, excusez l'expression, de la merde. Ce que David Marquet a fait après un certain temps, vous allez voir pourquoi il a réussi ça dans la présentation que je vais vous partager ce matin, c'est qu'à l'intérieur d'environ 1 an, le sous-marin, le USS Santa Fe, qui était dernier en bas de la liste de tout le classement de l'armée américaine, est devenu premier. Ce monsieur-là ici, Stephen Covey, que beaucoup de gens qui font de la lecture et qui sont dans le développement personnel connaissent, qui a écrit, entre autres, le livre très célèbre, Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ben, il était au courant de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un des passages, un des segments que moi, personnellement, j'aime le plus dans le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes, c'est lorsqu'il parle des 3 phases qu'on passe dans notre vie d'adulte. En tout cas, 3 phases potentiellement qu'on peut passer. La première, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la dépendance. On est bébé, on est enfant, on vient au monde, puis évidemment, on est dépendant de l'autorité, de nos parents, de notre famille, des gens qui nous entourent. On a besoin d'aide très souvent et c'est normal. Ensuite vient ce qu'on appelle l'indépendance. Souvenez-vous de votre première voiture, comment vous vous sentiez. Bien, l'indépendance, c'est l'étape suivante, c'est que là, on se dit, tasse-toi mon oncle, j'ai plus besoin de mes parents, on pense en tout cas. Puis là, ben, on veut justement passer à un autre niveau dans nos vies puis gagner cette indépendance-là. Selon Stephen Covey, lorsqu'on parle de mobilisation, puis de travailler avec des gens, puis de travailler en équipe, l'étape ultime, c'est ce qu'on appelle l'inter. Ensemble, on est capable. Ça inclut tout le monde, même le boss. L'interdépendance à son meilleur fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de hiérarchie. La courbe hiérarchique, l'organigramme est comme beaucoup aplati. Et ça fait que tout le monde collabore ensemble. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, revenons au Dr. Covey, qui en passant est décédé, c'est comme si c'était hier, là, mais il est décédé en 2012 déjà. Alors, ça fait déjà 9 ans que Dr. Covey est parti. Quand il a su que David Marquette avait pris le USS Santa Fe et qu'il l'avait amené de dernier en bas de la liste à premier, il s'est dit, c'est qui ce gars-là? Il faut que je le rencontre. C'est pour ça qu'on voit la photo ici de Stephen Covey avec David Marquette dans le sous-marin. Il est allé voir, coudonc, c'est quoi tu as fait pour remonter le USS Santa Fe en haut de la liste? Et c'est pas mal les principes qu'on va voir dans la formation de ce matin. En passant, il est maintenant à la retraite. David Marquet a écrit un livre que je vous recommande fortement, puis je pense même qu'il a été traduit en français. Turn the Ship Around, c'est Renverser la vapeur, je pense, la version française. Et le tout dernier qui m'a inspiré le titre de notre formation de ce matin, Leadership is Language. Le leadership, c'est le langage. En fait, la formation avait été intitulée Le langage du leadership. Mais dans le fond, on aurait pu l'appeler que le leadership, c'est le langage parce que quand on veut améliorer puis amener nos habiletés de leadership à un autre niveau, ça implique évidemment ce qu'on dit, mais ça implique aussi ce qu'on ne dit pas.
Alors, ce qu'on va voir ce matin, on va évidemment amorcer beaucoup plus une réflexion. Il faut comprendre qu'en moins de 2 heures, on ne pourra pas tout couvrir en ce qui concerne le leadership. On pourrait passer une fin de semaine ensemble, puis on n'aurait même pas tout couvert. Alors, évidemment, je veux vous faire réfléchir, je veux vous soumettre des principes, je veux vous soumettre certains mythes aussi qu'on va peut-être déboulonner ensemble parce qu'on a une conception souvent du leadership. Cette conception-là peut être appelée à évoluer. En tout cas, c'est souhaitable si vous voulez vraiment vous démarquer puis passer au prochain niveau comme communicateur et comme leader. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit moment, on n'est pas beaucoup, pour vous permettre de vous présenter. Je vais vous demander de dire votre nom en 30 secondes. Votre nom, ce que vous faites et en un mot ou deux, là, quel est le défi de leadership que vous avez ces temps-ci qui vous a motivé, si on veut, à venir sur la formation ce matin? Et je vais débuter en ordre de mon écran avec Ramdan. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ramdan Jouder, je suis gestionnaire de projets de construction de profession, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis actuellement aussi consultant pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leurs projets de construction. Et mon défi majeur, c'est mon style de communication. Il paraît, je dis bien il paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai un style un peu trop direct qui n'aide pas nécessairement une catégorie ou un type de ma clientèle ou de mes interlocuteurs. Alors, mon défi, c'est d'en être conscient et d'adapter mon style de communication selon mon interlocuteur et non pas selon mon style propre à moi qui peut ne pas fonctionner avec tout le monde. Super. Merci, Ramdan, puis merci de ton honnêteté. Puis je pense que tu vas être content. On devrait être capable d'adresser cette dynamique-là pendant la matinée. Maintenant, on est rendu à Jacques. Bonjour, Jacques Rondeau. Je suis conseiller en sécurité financière. Mon travail, c'est que j'inspire les gens, les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises à atteindre leurs objectifs. Tout ce que je fais, c'est que je fais du ménage, je simplifie tout ça, je protège ce qu'ils ont de plus précieux, leur salaire, leurs hypothèques, et puis s'il en reste, je le fais fructifier jusqu'à leur dernier souffle. Alors, le but que j'ai ici, d'être ici, c'est de comprendre la mécanique de tout ce qui est communication par réseau et puis de trouver mon chemin là-dedans. Puis je pense qu'avec Raymond, j'ai le meilleur coach au monde. Merci, Jacques. Pierre Josué. Bonjour à tous. Donc, moi, mon nom, c'est Pierre-Josué Chaudry. Maintenant, je suis en recherche d'emploi. J'espère pour quelques minutes encore, là, parce que j'ai une entrevue bientôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est mon défi personnel, c'est plus un défi de discipline. J'ai remarqué pendant que je ne travaillais pas au bureau que je devais beaucoup gérer mon temps, puis que j'avais de la difficulté là-dessus. Donc, c'est un peu de la PNL, là. Dans le fond, c'est me programmer moi-même avec mon langage, puis me motiver là-dessus. Puis, dans mon travail un peu plus professionnel, j'ai beaucoup de gestion à faire, parler avec différents départements. Donc, améliorer ma communication pour m'assurer que ça se fasse de manière efficace, concise et précise pour que tout le monde comprenne où est-ce qu'on s'en va, pour que tout le monde puisse avancer et que les projets avancent bien. Super. Merci, Josh. Dominique. Oui, bonjour, mon nom est Dominique Legault. J'œuvre dans la distribution de produits hautement technologiques et industriels. Puis, je suis ici parce que Raymond m'a obligé. Alors, non, je suis ici parce que toutes les occasions que j'ai de m'améliorer et de voir, d'apprendre des nouvelles choses, je les prends. Alors, je pense que c'est ça pour moi aujourd'hui. Super. Merci, Dom. Robert. Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Giroir, je suis directeur général d'un OBNL et aussi un gestionnaire de potentiel humain. Ma mission dans la vie, c'est de contribuer à inspirer les gens pour qu'à leur tour soient inspirants pour les autres. Donc, c'est un peu ce que je tente de faire au quotidien.
Ce que je suis venu chercher ce matin, ou ce qui est un peu mon défi, c'est que je suis un homme qui est très intense. Mon intensité me sert beaucoup, m'a servi beaucoup, mais par moments, je dois m'adapter avec l'individu avec qui je travaille, puis je dois apprendre à gérer cette intensité-là pour la mettre au service de l'autre, pas juste à mon service à moi, qu'il y ait un win-win dans cette situation-là. C'est un peu ce que je viens chercher ce matin. Hey, Robert, tu as pesé sur un piton, là, tu as devancé des choses qu'on va discuter tantôt. C'est bon, j'aime ça. On est rendu à Chantal maintenant. Oui, bonjour. Je suis propriétaire des vêtements adaptés Jaunique. Je suis ici pour apprendre parce que je suis une nouvelle entreprise qui fait 2 ans, mais la première année, j'avais 4 résidences. Alors, on peut dire que... Mais je veux apprendre, comme je suis une nouvelle entreprise, une nouvelle personne, je suis toujours prête à apprendre toutes les choses de la vie. Surtout qu'avec le COVID-19, ça a changé un peu les procédures de mon entreprise parce que moi, j'étais un magasin mobile qui allait dans les résidences où j'avais le service personnalisé, qui allait dans les maisons pour les personnes qui avaient des besoins non mobilité réduite. Excusez-moi. Excusez-moi aussi de mon retard, c'est que j'ai essayé d'ouvrir, puis en tout cas, je demande à mon ingénieur qui vient de m'aider. Bon. Ça ne voulait pas. Super. Ben, merci d'être là, Chantal, puis tu es à la bonne place, puis merci pour ton ouverture aussi. Je pense que tu vas gagner beaucoup sur ce qu'on va discuter ce matin. Léla, est-ce que tu es là? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Okay. Oui, très bien. Mon nom, c'est Leila Koulibaly. Je suis psychothérapeute autorisée en Ontario. Je suis en pratique privée depuis 2 ans. Là, ma clientèle augmente de plus en plus. En fait, je suis ici parce que le titre du webinaire a attiré mon attention. C'est quelque chose qui m'a parlé, puisque ça fait partie aussi des points que je souhaite améliorer sur le plan marketing, communication. Okay. Et mon défi en particulier, c'est d'attirer les bonnes personnes, les bons ou les bonnes collaboratrices, les bons collaborateurs qui vont travailler avec moi sur les défis marketing que j'ai en ce moment. Voilà. Merci, Léla, merci d'être là. Et la dernière et non la moindre, je l'ai gardée pour le dessert, ma partenaire de vie, partenaire d'affaires, Linda. Bonjour tout le monde. Comme Raymond vient de le dire, Linda Brisebois. Moi, j'aide les gens à se libérer de leur étiquette et de leur comportement non aidant avec des outils de PNL. Alors, au point de vue leadership, ces temps-ci, je crois que je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Et j'adore toujours en apprendre sur les formations et en apprendre sur les autres personnes. Merci. Merci à tous. Et parlant de merci, cette formation-là, ce matin, vous est offerte par la Société de développement communautaire Prescott Russell, qu'on pourrait comparer, là, je sais que quelques personnes du Québec ici ce matin, on a un mélange Québec-Ontario sur la formation. Ça ressemble, SDCPR ressemble à une société de développement économique. Dans le fond, c'est un organisme paragouvernemental qui aide les entreprises, les entrepreneurs à démarrer au niveau, mais aussi à se démarquer au niveau de différentes ressources. Il y a du financement qui est donné et ainsi de suite. La personne qui normalement est avec nous à toutes les fois que je collabore avec SDCPR, Suzanne, malheureusement ne pouvait pas être là ce matin. Elle avait un rendez-vous médical qu'elle ne pouvait pas déplacer. Si je prends la peine de me présenter moi maintenant, Raymond Brisebois, je suis un coach, conférencier, formateur dans les domaines de la communication et du leadership. Et le leadership, c'est quelque chose que j'ai baigné toute ma vie, si on veut. J'ai été dans la vente corporative pas mal, peut-être une vingtaine d'années environ, jusqu'à temps que le désir d'être entrepreneur soit trop fort et que je décide de congédier mes patrons pour partir à mon compte. Et je pensais que
je pensais être, comment dire, toutes les années, depuis l'âge de 15 ans que je suis impliqué dans des organismes à but non lucratif, et dès l'âge de 18 ans, on me donnait des responsabilités de leadership. J'ai fait de la politique, j'ai eu aussi à diriger, puis pendant une dizaine d'années, dont 3 de ces 10 années-là, je l'ai fait avec Robert en tant qu'adjoint, qui était, il était plus qu'adjoint, il était même associé avec moi, si on veut, là, avec des équipes de hockey au niveau élite. J'ai toujours été passionné de leadership. Je me suis toujours défini comme un éternel étudiant et humblement, en tout cas, certaines personnes m'ont défini comme ça, comme un expert au niveau de leadership. Sauf que j'ai réalisé une chose. Ça a été ce qu'on appelle en anglais un aha moment, là, un moment marquant dans ma vie. C'est que le leadership, ce n'est pas une expertise. C'est un apprentissage constant. Peu importe le nombre d'années, peu importe le salaire que tu fais, peu importe les responsabilités que tu as, peu importe le mandat, peu importe le nombre de personnes qui travaillent pour toi ou avec toi, si tu veux te démarquer comme leader, ben, il faut que tu aies cette attitude-là que c'est un apprentissage constant. Et ça va faire toute la différence. Parce qu'on a un gros défi au niveau des entreprises. Puis à plus petite échelle, on s'entend que, sauf exception, je ne pense pas qu'il y ait des dirigeants de multinationales, de grosses entreprises ici ce matin. Ceci étant dit, toute proportion gardée, tout le monde, dès qu'on a à travailler avec des gens, on a le défi au niveau de l'engagement au travail. Quand on parle de l'engagement au travail, là, on parle d'un employé qui travaille pour un employeur et ça ne tente pas d'aller travailler le matin. Il ne se sent pas engagé. Il y a des firmes, il y a des sondages qui ont été faits par 3 firmes, entre autres, parce qu'ils ont sensiblement les mêmes chiffres, les mêmes résultats. La firme d'actuaires, Willis Towers Watson, la firme de sondage qu'on connaît bien, Gallup, et la firme de ressources humaines, Dale Carnegie, a fait un sondage pour mesurer le taux d'engagement au travail, c'est-à-dire les employés qui se sentaient investis, les employés qui sentaient qu'ils allaient travailler là pour une raison, puis ils sentaient qu'ils faisaient partie de la mission de l'entreprise. Selon vous, puis vous pouvez me l'écrire dans le chat, quel serait ce pourcentage-là, puis il est le même pour les 3 firmes, là, les 3 compagnies qui ont fait des recherches, d'employés qui sont engagés au travail. Écrivez-moi ça dans le chat. 20%. « 40, 15, 5. Vous êtes bons, vous êtes bons. Y a-t-il d'autres qui veulent se risquer? En fait, le résultat, ce que ça a donné, 33%. 33% des employés qui, selon le sondage, puis les questions auxquelles ils ont répondu, sont engagés au travail. Et ça, ce que ça fait, bien évidemment, s'il y a 60 et quelques pourcents d'employés qui ne sont pas engagés, parce que vous savez, ce qui est pire que l'absentéisme, c'est le présentéisme. Parce que l'absentéisme, tu peux gérer. Tu as un employé, je sais que Robert travaille dans un café, là, fait que s'il y a un cuisinier ou un serveur qui ne rentre pas le matin, mais il peut, oui, ça va y causer du trouble, mais il pourrait à la limite le remplacer, puis la personne qui va le remplacer pourrait faire un aussi bon job, en principe. Le présentéisme, c'est pire parce que tu as une personne qui est là physiquement, mais il y a juste son corps qui est là. Cette personne-là n'est pas 100% engagée dans le travail qu'elle fait. Et les mêmes firmes de ressources humaines qui ont fait le sondage, qui sont arrivées à environ un taux d'engagement d'à peu près 33%, ont estimé qu'il y avait des pertes de productivité, évidemment. Et ces pertes de productivité-là vont de l'ordre de 450 milliards par année. C'est fou l'argent qui se perd en termes de productivité parce que les employés ne sont pas engagés. Est-ce que c'est juste la faute des employés? Pas sûr. Je pense que
si vous m'avez entendu dans d'autres présentations précédentes, on parle souvent de leadership. Puis oui, on vit des crises au niveau planétaire, que ce soit une crise sanitaire, une crise au niveau écologique, environnement, ou une crise politique, ou même économique parfois. Toutes ces crises-là existent, mais il y a une crise encore plus importante qu'on souvent on néglige, et c'est une crise de leadership. La minute qu'on règle et qu'on commence à prendre conscience de ça, les choses peuvent changer. C'est pourquoi la plupart des employés vont quitter beaucoup plus. En fait, c'est très rare qu'un employé va quitter une organisation. Oui, ça va arriver. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des promotions ou quoi que ce soit, mais très souvent, les employés ne quittent pas une organisation. Ils quittent leur boss. Puis dans le même sondage, beaucoup de ces employés-là répondaient qu'ils préféraient changer de boss que d'avoir une augmentation de salaire. Parce que tu as beau faire, je ne sais pas moi, pour une entreprise, 50 000 par année, ce n'est pas parce que maintenant tu fais 60 000 par année que ton boss est plus fin. Au contraire, ça peut être pire même. Et c'est là que les choses doivent changer. Alors, au lieu de ce qu'on a vu dans la petite vidéo d'introduction de David Marquette qui parlait de Red Work, qui veut dire, dans le fond, travailler sur quelque chose, si vous voulez avoir des employés productifs qui vont contribuer au succès de votre entreprise, de votre organisation, au lieu de les faire travailler sur quelque chose, faites-les travailler pour quelque chose. C'est la différence, qui peut être mince, mais qui fait toute la différence. C'est-à-dire une cause, une vision. Ceux qui me suivent depuis un bout, là, un pourquoi, un why. Et ça fait toute la différence. Et ce que ça va faire, bien, ça va faire des employés non seulement plus engagés, mais ils vont avoir un sentiment d'appartenance, l'expression en anglais qu'on dit « ownership ». C'est-à-dire, je travaille dans l'entreprise comme si elle m'appartenait. Je prends à cœur la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Alors, quand on parle langage maintenant du leadership, on a tendance à penser les mots, ce qui n'est pas faux. Mais là, il y a une citation de ce monsieur-là ici, Peter Drucker, qui a été un gourou, si on veut, là, aux États-Unis de leadership et de management. Peter Drucker disait « La chose la plus importante dans la communication », puis là, on va entrer dans le vif du sujet, puis je vais vous faire travailler un peu, c'est pas d'entendre ce qu'il a dit, mais c'est surtout d'entendre ce qui n'a pas été dit. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre l'enregistrement en suspens. Alors, qu'est-ce que ça a donné, vos discussions? Moi, j'aurais aimé ça savoir le reste de ce que Linda est en train de dire sur ton dos. Ça a coupé, on n'a pas assez de temps. Je disais que même s'il est coach en communication, il y a des fois, on ne se comprend pas. Ouais. Moi, j'étais avec Jacques. Oui. Et on a parlé beaucoup de l'écoute. L'écoute, c'est bon, j'aime ça. C'est un début, en tout cas. On va en parler tantôt. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations, Dom? Oui, surtout sur le choix des mots, c'est important. Puis de poser des questions, mais de bien choisir. Les mots sont ultra importants dans une communication. Okay. Puis le bon choix de mots nous permet de comprendre, mais d'être, pour bien entendre ce qui n'a pas été dit, c'est de voir aussi l'intention de la personne au-delà des mots. Puis, ça, c'est Linda qui a dit ça, c'est pas moi. Puis, je disais seulement, c'est ça, par rapport à essayer de comprendre ce que la personne nous dit au-delà de ce qu'elle dit avec des mots. Fait que le choix de mots est important. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres? Une dernière intervention? Je vais te résumer ça de la façon que j'étais avec Radan. Pour moi, ce qui est important, c'est de ramener l'humain. Ramener l'humain au centre du processus. Pas la performance de l'être humain avec qui je travaille. De mettre en place une structure où l'humain a le droit d'exister dans sa couleur. Il n'est pas obligé de toujours être d'accord avec moi. Mais si je donne cette place-là à cet individu-là,
surtout avec les employés avec qui je travaille ou les collègues autour de moi, je m'intéresse à eux, mais ils vont s'intéresser à moi. Puis de cette façon-là, je vais avoir plus accès direct à eux. Donc, c'est sûr que pour pas faire de la redondance, la communication, les faire parler, ces choses-là, ça fait partie du prendre un angle. Mais pour moi, c'est de prendre un temps dans ma journée puis de voir comment tu vas et comment je peux faire pour t'aider aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, tu n'engages pas juste des employés, tu engages des êtres humains. Moi, en ce moment, la pandémie, pour moi, c'est ce qui a apporté. Ça m'a nécessité de sauter sa pédale à break et de dire, wow, 2 secondes, là, la foutue performance, c'est un. Mais si je n'ai pas le cœur de l'employé dans son day-to-day, pour moi, c'est marquant quand tu as dit tantôt qu'un tiers des employés chez nous, ils ne sont pas satisfaits. Là. Ils ne sont pas engagés. Hey, c'est beaucoup, là. Ça coûte cher. Mais ça coûte cher au final. Puis comment je fais pour les engager? C'est pas en leur donnant des ordres. Non. Fait qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'être sensible à cet humain-là. Il investit. Je passe mon temps à dire à mes employés, si tu passes 30 ans de ta vie sur le marché du travail à être malheureux, t'es mieux de tuer quelqu'un, tu vas aller faire 25 ans, puis après 25 ans, tu vas être libre. C'est une sentence à vie, 33 ans de travail sans être heureux. Oui. Chantal, as-tu levé la main ou c'est. Oui. OK. Moi, mon problème, c'est être trop à l'écoute de l'autre. OK. Parce que j'ai été élevée dans une entreprise, puis de tout jeune âge. Et puis, Château était dit qu'on ne devrait jamais dire qu'on travaille tous ensemble et tout le monde a une bonne idée. Alors, je suis trop à l'écoute. Puis, c'est ça. Des fois, c'est pas tout à fait ça que je voulais, mais ça finit qu'on fait ça. On va te suggérer tantôt, Chantal, au niveau de l'écoute, un petit changement de paradigme, un petit ajustement qui va faire toute la différence. On va enchaîner. Parlant de paradigme, j'ai le goût de brasser un peu parce que moi, ça m'a brassé. On va déboulonner certains mythes de leadership qui, quand je vous disais tantôt, là, humblement, j'aimais ça me prétendre un expert parce que j'ai passé toute ma vie à étudier le leadership. Ben, des fois, je réalise que je ne connais rien encore. Pas que je ne connais rien, mais que ça évolue. Vous allez voir où je veux aller avec ça. Le premier mythe, c'est que les bons leaders ont toutes les réponses. Ça se peut. Ça se peut qu'un bon leader qui a fait ses devoirs, puis qui a étudié la game, puis qui admettons, là, je sais que mon ami Jacques travaille pas mal tout seul là, dans ce qu'il fait. C'est ce qu'on pourrait appeler un solopreneur. Admettons que Jacques, là, que ça fait 25-30 ans qu'il est dans les services financiers, engagerait des employés. On s'entend qu'il connaît la game. Il connaît son affaire, il connaît le métier, il connaît l'industrie. Fait qu'on pourrait être porté à croire qu'un bon leader a toutes les réponses. Ça peut arriver. Sauf que la clé là-dedans, c'est d'être capable de dire « je ne le sais pas », même si vous le savez. Et ça, ce n'est pas facile. C'est d'être capable de se retenir de donner les réponses, même si vous les avez. En particulier, si vous voulez stimuler la créativité de vos équipiers. Parce que, tu sais, quand ça fait 20, 25, 30 ans qu'on fait le même métier ou la même business ou la même carrière, même champ d'expertise, c'est humain, c'est tentant, puis même à la limite légitime de vouloir donner les réponses d'avance. Sauf que si je veux stimuler la créativité, puis la responsabilité, puis l'engagement des gens avec qui je travaille, même si tu le sais, de temps en temps, essaye ça, dis « je ne le sais pas, qu'est-ce que tu en penses? » Ça va stimuler la créativité beaucoup plus. Puis ça, vous m'avez entendu le dire souvent, bien, 3/4 de réponse vaut mieux qu'une réponse et demie, c'est-à-dire d'être capable de, comment dire, avoir une ouverture, avoir un espace pour la créativité, mais pour aussi cette ouverture d'esprit-là qui va nous permettre d'apprendre des choses qu'on ne savait peut-être pas. Et surtout, et c'est là que c'est plus efficace, qui va donner cet espace-là à l'employé, à l'être humain, pour se développer. Parce que si j'ai tout le temps toutes les réponses, ça ne stimule pas l'initiative, la responsabilité et la créativité des employés. Revenons à notre ami David Marquet. David Marquet, quand on l'a parachuté sur le Santa Fe, il avait étudié le USS Olympia.
il n'avait aucune idée. Bien, il avait peut-être une petite idée, là, mais il ne savait pas comment ce sous-marin-là marchait parce qu'il avait dû remplacer subitement le capitaine en place sans vraiment connaître le sous-marin. Fait que lui, il ne savait pas tout, il ne pouvait rien dire parce qu'il ne savait pas. L'idéal, là, puis on va en parler tantôt, c'est connaître ta job, faire tes devoirs, oui, mais pas nécessairement le dire. Parce que quand tu sais tout puis tu dis tout, ben, tu développes pas tes employés. Tu ne développes pas tes équipiers, tu ne développes pas tes partenaires. Alors, l'idéal, c'est, oui, connais ta job, connais ton métier, connais ton champ d'expertise, mais essaye de créer un environnement où tu vas laisser toute la place à l'être humain et que tu vas te retenir de tout le temps tout dire puis tout savoir. Puis ça va laisser la place pour développer beaucoup plus tes coéquipiers. Le deuxième mythe, c'est que les bons leaders donnent de bons ordres. On peut s'entendre qu'un mauvais leader va donner des mauvais ordres. Puis là, on pourrait penser qu'un bon leader, lui, va donner des bonnes instructions, des bons ordres. Sauf que, dans le fond, la clé, c'est de ne pas en donner pantoute d'ordre. Parce que quand tu es bien équipé, quand tu as donné l'espace créatif, quand tu es passé de red work à blue work, puis que tes employés ne sont pas seulement payés pour faire leur job, mais sont payés aussi pour penser, sont payés pour prendre l'initiative, sont payés pour régler des problèmes. Il y a une façon de faire, bien sûr, là, mais ce matin, c'est juste pour vous faire réfléchir que élever son leadership, c'est amener notre organisation en sorte qu'on n'aura pas besoin de donner des ordres et de dire quoi faire à nos employés parce qu'ils vont déjà savoir quoi faire. Et tout ça, ben, c'est de savoir ajuster le niveau de contrôle. Ça peut faire toute la différence, puis ça va augmenter le niveau d'engagement, puis pas juste ça, le niveau de rétention, parce que ça coûte cher remplacer un employé, c'est un paquet de troubles, il faut le former, il faut former le prochain, et ainsi de suite. Tandis que quand on est capable de bien doser puis d'ajuster le niveau de contrôle, oui, des fois, parfois, on n'a pas le choix de contrôler, sauf qu'essayer de voir la prise de conscience précède le changement. Comme leader, essayez de voir si vous ne pouvez pas l'ajuster, ce niveau de contrôle-là, pour optimiser vos employés. Parce que si on regarde le graphique ici, tu as une zone qu'on appelle ici la compétence de tes employés, ils connaissent leur job, puis ils savent quoi faire, c'est-à-dire la clarté. Puis toi, comme patron, puis comme leader, tu as un niveau de contrôle que tu peux ajuster ici. Quand tes employés sont compétents, ils connaissent leur job, puis ils savent quoi faire, puis il y a une clarté au niveau des objectifs, et que tu contrôles trop, ça crée de la frustration. Quand tu veux trop contrôler, puis tes employés, tu ne les as pas formés, ils ne savent pas, puis ils n'ont aucune clarté au niveau valeur de l'entreprise, le why, puis ainsi de suite, bien, ça va créer du chaos. L'idéal, c'est de bien balancer les deux. Et ce que ça va donner, c'est ce qu'on appelle une zone de croissance. C'est que je sais comment contrôler, j'ai créé un environnement où mes employés peuvent s'exprimer, ils peuvent déployer leur créativité et libérer leur plein potentiel. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils savent c'est quoi la mission, la vision de l'entreprise, les valeurs, le pourquoi et ainsi de suite. C'est comme si cette entreprise-là était la leur presque. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de contrôler tant que ça. Dans les formations précédentes, pour ceux qui étaient avec moi, bien, on avait vu justement l'importance du pourquoi. Si c'est un nouveau concept pour vous, bien, il va falloir qu'on se parle après la formation pour, je vous offrirai un appel découverte, un rendez-vous là, pour qu'on puisse justement en jaser. Parce que ce pourquoi-là dans l'entreprise va faire en sorte que vos employés vont être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus créatifs, ils vont avoir un meilleur sens de l'initiative, puis ils vont savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire sans que vous ayez à leur donner d'ordre. Puis ça, c'est vraiment là, le summum au niveau leadership, mais au niveau efficacité. Quand on parle d'une entreprise, qui est un nouveau terme là, maintenant dans le monde du travail, là, agile, une entreprise qui est agile, c'est que les employés, non seulement ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais ils ont une clarté au niveau de la vision de l'entreprise et on n'a plus besoin de les surveiller. Troisième mythe,
Les bons leaders, j'ai gardé l'expression anglaise empower. La traduction française, c'est autonomise, c'est-à-dire rendre autonomes leurs équipes. Ça a du bon, sauf qu'il y a moyen d'amener ça à un autre niveau. C'est de ne pas le faire mur à mur. C'est que les bons leaders, là, ils ne vont pas tout rendre d'un mur à mur, d'un bout à l'autre, sans exception, leurs employés. C'est qu'ils vont ajuster selon le niveau de confiance, selon le niveau de connaissance, mais aussi, ils vont s'assurer que ces employés-là, avant de pouvoir les rendre autonomes, de transmettre, puis ça, il faut le savoir comme leader avant. C'est la première étape. C'est quoi la vision de l'entreprise, la mission, et c'est quoi les valeurs, puis ce qu'on appelle le fameux why, le fameux pourquoi. Ensuite, l'autre mythe, et ça, là, ça, c'est venu me shaker. Et Robert, prépare-toi, là, puis pense à quand on coachait des équipes de hockey. Les bons leaders motivent leur équipe. Dans le fond, là, puis j'ai eu cette réflexion-là dernièrement, motiver, mobiliser, inspirer, des beaux mots concepts à la mode qui, dans le fond, remplacent le mot contrainte. Parce que pensez-y, là, pour ceux qui sont déjà allés, là, je ne sais pas si ça se passe encore de même là, chez McDonald's, là, tu les entends, là, les chefs d'équipe là, en arrière du comptoir. Go, 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 on ne lâche pas, gang, hein, vous êtes capables. Qu'est-ce que ça fait, ça? Et je reviens à mon ami Robert. Ensemble, on a coaché des équipes de hockey, là, puis en arrière du banc, on criait go, 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 travail, work, away, back. À part ajouter de la pression puis du stress, ça fait quoi? Alors, amener son leadership à un autre niveau, c'est passer au-delà de mobiliser, inspirer puis motiver. Puis à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un environnement qui est sécuritaire et optimal. Parce que quand l'environnement est sécuritaire et optimal, tu n'as plus besoin de motiver. Parce que dans le fond, tu remplaces la motivation par de la collaboration. Puis les employés vont avoir beaucoup moins de pression à ce moment-là. Je présente un monsieur. Monsieur-là, ici, son nom est Bob Chapman. Il est encore à l'emploi, il est le CEO de la compagnie Barry Wehmiller, basée à Saint-Louis. Grosse compagnie qui a 11 000 employés. Bob Chapman, il y a une couple d'années, le conseil d'administration voulait récupérer, parce qu'il y avait eu des pertes, les ventes n'avaient pas été comme prévu, il devait récupérer 10 millions sur la masse salariale ou sur les revenus, sur les profits de l'entreprise. L'entreprise allait avoir des pertes financières. Et la norme, c'est encore la norme à l'époque, c'est encore la norme aujourd'hui. Parlons-en à mon ami Josh qui a perdu son emploi parce que justement, la compagnie pour laquelle il travaillait avait besoin de sauver de l'argent, de récupérer des pertes. La compagnie Barry Wehmiller, le conseil d'administration a demandé à leur président, Bob Chapman, de récupérer 10 millions, puis on lui a carrément dit, c'est facile, on a 11 000 employés, t'en coupes une coupe de 1000, ça fait pas mal, puis on récupère le 10 millions. Bob Chapman a dit, il n'y en a pas question. Il dit, je vais aller vous le chercher, votre 10 millions, mais pas de cette façon-là. C'est que moi, je crois beaucoup plus à l'être humain, comme Robert disait tantôt, qu'aux chiffres. Oui, les chiffres sont importants. Oui, une compagnie est là pour faire de l'argent, faire des profits. Sauf qu'au-delà de ça, c'est les êtres humains qui nous permettent de faire ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tous ses employés, leur a expliqué la situation en disant on doit récupérer 10 millions et il leur a proposé de prendre dans l'année une semaine de vacances à leurs frais. C'est que, mettons, tu avais droit, je ne sais pas moi, à 2 semaines de vacances, mais tu vas en prendre 3, puis il y en a une qui n'est pas payée. C'est que nous, ça nous fait sauver de l'argent. C'est que tout le monde va souffrir un petit peu au lieu que certaines personnes souffrent beaucoup. Ce que ça a fait, ça, c'est que les employés qui avaient le plus d'ancienneté, qui avaient plus d'expérience, puis qui avaient de l'argent de côté, là,
on commençait à faire des échanges avec des employés qui avaient des familles et qui ne pouvaient pas se permettre de prendre une semaine de vacances non payée. Fait que, mettons, là, Roger, là, que ça fait 35 ans qu'il travaille pour l'entreprise, puis lui, là, il a de l'argent de côté, puis ça ne dérange pas de prendre une semaine de vacances à ses frais. Il allait voir Julie, qui est une maman avec des enfants, puis il disait, regarde, on va faire un échange. C'est que moi, ta semaine de vacances non payée, c'est moi qui vais la prendre. À ce moment-là, tu ne subiras pas de perte. Ce que ça a fait, ça, c'est que ça a créé un environnement sécurisant. Ça a montré aux employés que leur emploi, dans le fond, d'une certaine façon, est beaucoup plus sécurisé. Ils ne sont pas à la merci des chiffres. Alors, ils allaient travailler le matin avec beaucoup moins de stress. Ils n'ont pas récupéré 10 millions, ils ont récupéré 20 millions. Et ils ont gardé tous leurs employés. Alors, créer un environnement sécuritaire, c'est ça que ça fait. Fait qu'à la place qu'une compagnie comme, mettons, Volkswagen, qui en 2015 s'est fait prendre à avoir trafiqué tous les dispositifs anti-pollution, ce qu'on appelle le Dieselgate, ça durait depuis 2008. Pensez-y, là. Ils se sont fait pogner en 2015, puis ce traficage-là des systèmes de diesel dans les Audi, les Volkswagen, durait depuis 2008. Ça, là, ça a impliqué des milliers d'employés. Mais ces employés-là ne sont pas tous malhonnêtes, là. C'est qu'ils ont fait leur job au lieu d'avoir cette créativité-là puis cet espace-là pour exprimer leurs valeurs, pour faire en sorte que non, moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est contre mes valeurs. Mais c'est ça, c'est que quand tu ne donnes pas cet espace-là aux employés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être des leaders sans égard au titre, bien, c'est là qu'arrivent des scandales comme ça. Même chose avec l'équipe de baseball des Astros de Houston. Pendant 2 saisons, 2017-2018, il avait établi un système qui dépendait pas juste d'une personne, là. Ça prenait une équipe pour faire ça, pour voler les signaux de l'adversaire. Ça leur a permis de gagner illégalement, dans le fond, par la tricherie, la Série mondiale. Quand le baseball majeur a découvert ça, bien, il y a un paquet de monde qui ont été congédiés, mis à l'amende, et ainsi de suite. Pourtant, tous ceux qui étaient impliqués là-dedans, là, ils n'avaient pas l'intention de faire ça, mais ils faisaient leur job. Même chose avec la grosse banque américaine Wells Fargo, 2016, un paquet de fake accounts, d'accounts, erronés, si on veut, là, sans en parler aux clients, technique frauduleuse de marketing qui avait fait en sorte qu'il avait créé un paquet de faux comptes pour justement après ça pouvoir vendre des produits de placement et ainsi de suite aux clients. 5e mythe. Je sais tout puis je dis tout. Know all, tell all. On revient au graphique de tantôt. Quand je vous disais ce qu'on appelle là, le sweet spot, là. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut faire parce que je suis le boss, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, mais je ne le dis pas parce que je veux laisser l'employé le découvrir par lui-même. Je veux laisser mon coéquipier, mon équipier, la personne qui travaille pour moi, là, je veux la faire grandir parce que si j'y dis tout le temps, elle va juste être un robot. Et c'est là qu'il faut se mordre les lèvres parfois comme boss, comme dirigeant, comme leader, puis laisser la place à l'employé pour qu'il puisse s'exprimer. Ça, on appelle ça évidemment donner le contrôle. Et il faut apprendre à le donner. Et ce n'est pas facile. Faites l'exercice à un moment donné. Quand les cafés vont réouvrir, là, puis il y a certains cafés qui sont peut-être ouverts juste pour le take-out, pour emporter, allez avec un collègue ou un ami ou peu importe, là, puis laissez-les commander pour vous sans lui dire ce que vous voulez. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Vous allez voir, ça va vous rendre inconfortable. Sauf que cet inconfortable-là, cet inconfort-là va vous faire grandir. Parce que comme leader, vous n'avez pas idée, puis je sais, j'en conviens, c'est contre-intuitif, que ça peut être payant pour vous, puis ça peut être productif, puis ça peut vous faire grandir comme leader, puis conséquemment, votre organisation, votre entreprise, quand vous donnez le contrôle. Alors, on va faire un petit sondage, puis là, je vais essayer.
j'essaie un nouvel outil, puis vous allez être mes cobayes. Alors, vous allez répondre à la phrase « Lorsque je pense à donner le contrôle », c'est-à-dire, c'est quoi le mot qui vous vient en tête? Okay? Fait que si je vous dis, je vous encourage, puis je vous mets au défi de donner le contrôle. C'est quoi le mot qui vous vient en tête? Un mot, lorsque vous pensez à donner le contrôle. Puis le petit exercice, le petit jeu qu'on va faire, c'est je vais vous inviter à prendre votre téléphone intelligent, prendre une photo de l'appareil photo faire job de ce code bar-là et ça va vous amener, je vais juste ouvrir le sondage. Et vous allez pouvoir répondre à ce moment-là. Vous voyez le sondage? Alors, écrivez le mot. Là, je vais juste... Je n'ai pas. Après ça, je vais pouvoir vous partager les résultats. On a 2 fois le mot surprise, confiance, patience. Alors, si vous n'êtes pas capable de répondre dans le sondage, écrivez-le dans le chat, écrivez-le dans la boîte de discussion. On va faire pareil. Hein? C'est bon, ça, j'aime ça. Je vais juste aller voir le chat. Client, lumière. Parfait. Alors, la clé, quand vient le temps de donner le contrôle, j'en conviens, puis je ne suis pas plus fin qu'un autre, là, puis je vous le dis en toute humilité, ce n'est pas plus facile pour moi parce que je suis le formateur et que je vous présente ce concept-là, que je peux le faire moi aussi. Sauf que c'est juste d'amorcer la réflexion que ça va autonomiser, ça va rendre beaucoup plus, comment dire, confiant puis engagé vos employés puis les gens avec lesquels vous travaillez parce que c'est comme si vous allez vous rendre dispensable comme leader, dans le fond. C'est qu'ils vont être capables de faire avancer la mission de l'organisation puis de l'entreprise sans avoir à que vous leur donniez des ordres ou que vous soyez toujours en train de leur dire quoi faire. Et la clé dans ça, là, les 2 piliers pour être capable de donner le contrôle, c'est la compétence et la clarté. Évidemment, si vos employés n'ont pas été formés, si vos employés ne sont pas compétents, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça va s'écrouler, ça ne marchera pas. Même chose avec la clarté. Quand on parle de clarté, on parle du why, du pourquoi de l'entreprise. On parle des valeurs, on parle de la vision, de la mission. Quand les employés sont conscients de ça, puis ils vont travailler le matin en ayant une raison d'aller travailler, et qu'en plus, vous leur avez donné toutes les compétences qu'ils avaient besoin pour bien accomplir leur travail, bien, ça devient beaucoup plus facile pour vous comme leader à ce moment-là de justement donner le contrôle. 6e mythe, les leaders font confiance à leur instinct. Chantal, tu avais une question? Oui, j'avais une question. Ça dépend aussi quel est ton ouvrage. Comme moi, j'ai marqué client. Parce que si le client a confiance en moi, il va dire c'est quoi leurs besoins. Oui. OK. Mais si je te pose la question à toi, Chantal, quand vient le temps de donner le contrôle, qu'est-ce que toi, ça te fait? Ça me fait... bonne question. Pense-y, tu pourras y revenir plus tard, puis c'était ça, dans le fond, la question. Parce que c'est juste d'en prendre conscience.
C'est de se connaître, parce que quand on se connaît après ça, ben, on peut plus évoluer puis on peut passer à un autre niveau. Parce que si on n'en est pas conscient qu'on a, mettons, certains défis, certaines barrières, certaines croyances limitantes à vouloir donner le contrôle, ben, on ne s'en rend pas compte puis on n'évolue pas dans ce temps-là. Puis ça m'amène justement à le 6e mythe que je voulais vous présenter qui dit que les leaders font confiance en leur instinct. Et ça va vraiment vous sembler contre-intuitif, bien sûr. Voici ce qui arrive. C'est que quand je fais tout le temps confiance à mon instinct, c'est que je ne suis pas en zone de croissance. C'est inconfortable de ne pas faire confiance à mon instinct. Ça m'amène à agrandir ma zone de confort. Parce que si je suis trop confortable comme leader parce que je fais toujours confiance à mon instinct, il y a un risque que je devienne control freak, que je devienne trop contrôlant. Alors, c'est juste de faire attention à ce niveau-là. Et c'est d'apprendre à désapprendre, d'être plus à l'écoute, d'avoir justement là, cette attitude-là qu'on parlait en début de présentation, que 3/4 de réponse, ben, vaut mieux qu'une réponse et demie. Le 7e mythe. Celle-là, là, je l'ai appris dernièrement, puis elle vient de mon cousin, Richard, qui est installé aux États-Unis depuis plusieurs années. Et c'est un cousin que j'adore parce qu'il est justement un peu comme moi, mais à un autre niveau, là, il est coach en leadership. Et lui, il disait, tu ne peux pas montrer l'exemple. Assez surprenant comme paradigme. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est quoi l'exemple? Parce que quand tu as cette attitude-là comme leader de vouloir montrer l'exemple, ben, c'est basé sur une hypothèse erronée que les gens vont voir le comportement que tu veux qu'ils voient. On l'a vu tantôt en début de présentation, c'est que les gens, oui, vont voir le comportement, mais ils vont voir aussi ce que tu ne veux pas qu'ils voient. Parce que comme leader, les gens qui travaillent avec vous, ils voient tout. Ils voient ce que vous voulez qu'ils voient, mais ils voient aussi ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Fait que c'est correct, là, puis je ne suis pas en train de dire de ne jamais donner l'exemple. Mais c'est juste de challenger ce paradigme-là pour vous faire réaliser que vos employés, vos partenaires, vos coéquipiers, vos fournisseurs, tous les gens avec qui vous interagissez vont voir ce que vous choisissez de faire et de ne pas faire. Ils vont tout voir. L'être humain n'est pas fou, dans le fond. Puis en plus, le monde a changé, on vit à l'ère de l'information, la démocratisation de la connaissance et ainsi de suite. C'est là, tu sais, quand on parle d'être authentique puis d'être vrai, là, ça peut sembler galvaudé, puis c'est une expression que moi-même, je suis un peu tanné d'entendre, là. Sauf que vos employés, c'est juste les gens avec qui vous travaillez, ils voient tout. Ils ne voient pas seulement ce que vous dites, ils n'entendent pas seulement ce que vous dites, mais ils entendent aussi ce que vous ne dites pas. Et c'est là qu'il faut en prendre conscience pour justement amener notre niveau de leadership là, à un autre niveau. Alors, comment on fait maintenant pour favoriser justement le leadership de tout le monde? Pour les amener à un autre niveau. Et ça, sans égard au titre. Parce que si vous voulez vraiment me démontrer que vous êtes un bon leader, ben moi, je veux voir les leaders dans votre entreprise, dans votre organisation. Et ce, sans égard au titre. Alors, si on revient à justement notre personnage en début de présentation, David Marquette. David Marquette, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle l'échelle du leadership. L'échelle du leadership, ce que ça dit, dans le fond, c'est que vous avez sûrement des employés qui vont venir à vous, puis ça marchait de même dans le temps qu'on faisait juste notre job, qui vont dire, boss, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, souvent, ben, le boss, dans le temps, il disait, ben, il faut que tu fasses ça. À la place, si comme leader, tu veux te démarquer, tu vas monter l'échelle. Si tu regardes le carré du leader à droite, puis là, tu vas dire, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Puis là, ben, si l'employé te dit, ben, je pense que, mais toi, comme leader, tu vas monter l'échelle, tu vas dire, ben, qu'est-ce que tu recommandes? Puis là, ben, l'employé va dire, ben, je recommande que peut-être que, OK, qu'est-ce que tu aimerais? Là, tu montes. C'est quoi ton intention? Et vraiment, là, l'employé que vous avez optimisé puis maximisé, puis qui vraiment, vous l'avez traité comme un être humain, et il y a cette clarté-là, puis vous êtes capable d'ajuster le contrôle, puis et créer un environnement vraiment qui est sécuritaire, va venir vous voir souvent, puis il va vous dire, boss, il est arrivé tel problème, voici ce qu'on a fait, c'est réglé. Alors, ça devient du leadership beaucoup plus d'intention que de direction à ce moment-là. Vous n'avez plus à donner tout le temps des ordres et des instructions. Les employés savent quoi faire et ils vont vous mettre au courant que voici ce qu'on a fait. Vous connaissez ce monsieur-là? On va jouer une petite devinette. Y en a-t-il un qui sait c'est qui? Je vais oser parce que le visage me semble. C'est pas Nelson Mandela? Ah, t'es bon. Effectivement. Nelson Mandela, enfant. Ici, c'était avec ses parents, dans le fond, qu'on le voyait, la photo avant. Et évidemment, on parle de Nelson Mandela. Pourquoi je vous parle de ce monsieur-là? On le voit ici avec son père. Le père de Nelson Mandela était un chef de tribu à l'époque et il a été un modèle de leadership pour son fils, Nelson Mandela, parce que comme chef de tribu, ce qu'il faisait, c'est que les meetings, là, les fameuses rencontres de groupes de tribus, là, se faisaient en rond, en cercle, et il n'y avait pas de hiérarchie, si on veut. Et le chef de tribu, le père de Nelson Mandela, était toujours le dernier à parler. Voici ce qui arrive. Toute votre vie, on vous a dit que c'était important l'écoute. Ce qui n'est pas faux, là. Là, comme leader, comme communicateur, vous faites votre possible, là, puis vous mettez de la pression, là. Je veux être meilleur dans mon écoute, là. Puis à toutes les fois que quelqu'un parle, là, ben, vous hochez de la tête ou vous réagissez, puis vous montrez que vous êtes présent. Faites pas ça. En fait, si vous voulez vraiment amener votre leadership à un autre niveau, à toutes les fois que vous avez un meeting, là, puis que vous êtes dans une salle, dans un bureau, dans une salle de conférence ou dans la cuisine, peu importe, avec des gens, soyez le dernier à parler. Puis ça, je dois vous le dire bien humblement, là, pour moi, c'est difficile. Parce que je suis un passionné. Je vois des choses parfois au niveau, mettons, quand je suis en charge d'une organisation, entre autres, mettons, à but non lucratif, bien, je vais avoir des groupes avec moi, puis souvent, ce sont des groupes qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire une certaine diversité. Puis moi, bien, je vais aller par là, là, puis là, j'ai une vision, là. Puis là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais lui soumettre mon idée, puis après ça, dans une intention très noble de favoriser la participation, je vais lui dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça, il ne faut pas faire ça. Soyez le dernier à parler. Parce que si vous dites, gang, équipe, j'ai un projet, ça va être le fun. Voici ce que j'ai pensé, là, puis là, on va faire ça, puis on va faire ça de même, puis là, ça va nous donner ça. Là. OK, puis là, je veux vous entendre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il en pense. Alors, quand tu es capable, puis ça, je l'avoue, c'est tough en titi. Quand tu es capable de garder ton opinion pour toi, puis d'être le dernier à parler, ça donne à tout le monde l'impression d'être entendu. Puis en plus, comme leader, ça te permet d'apprendre. Alors, fais juste t'asseoir, puis pose des questions. Bouge pas de la tête, fais pas, quand tu es d'accord avec quelqu'un, fais pas oui ou non, parce que ça se voit. Pose des questions seulement, puis tu vas voir comment c'est fou, les gens vont se libérer. Tu leur crées un environnement qui est sécuritaire, puis toi-même, comme leader, tu vas apprendre. De Linda, qui avait une question, je crois. C'est plutôt Dom qui a marqué dans le chat qu'il y avait une question. Oui, Dom. Moi, je suis très d'accord avec ça, mais ça peut pas paraître
Je cherche depuis que j'ai dit ça le mot, mais ça ne peut pas paraître lâche, on va dire ça comme ça. Pas lâche, mais trouver un autre synonyme plus précis. Manque de fermeté ou manque de, tu sais, on va voir ce que les autres vont dire, puis après, je vais parler. Moi, c'est ce que moi, je le fais, j'essaie de le faire le plus possible parce que ça permet, comme tu dis, d'avoir une bonne opinion de tout ce qui a été dit, puis en même temps, prendre tous les éléments, puis assurer de dire ce qui n'a pas été entendu, ce qui n'a pas été dit. Puis, sauf que des fois, pour l'avoir fait, je trouve que j'ai senti que je me faisais juger à ce niveau-là par soit le manque de leadership, qui est tout à fait le contraire, ou autre. Fait que je voulais avoir votre opinion là-dessus. Je comprends parfaitement, Dom, ta réaction, puis j'ai été longtemps pensé de même moi aussi, puis c'est comme ça qu'on a été formés, c'est comme ça qu'on a été programmés et conditionnés. Ceci étant dit, comme leader, puis je ne te vise pas toi personnellement, là, mais de façon globale et générale, est-ce que tu veux bien paraître ou tu veux que l'organisation paraisse bien? C'est la question à se poser. Parce que si c'est l'organisation, puis le why de l'organisation, puis la mission, la vision, les valeurs, tout ça qui passe en premier, c'est plus gros que toi, à ce moment-là, tu vas être reconnu de toute façon comme un bon leader parce que tu as amené l'organisation à un autre niveau. J'en conviens que dans les débuts, c'est un processus, c'est pas confortable pantoute parce que justement, on ne veut pas paraître comme faible. Sauf que c'est un signe de puissance quand tu es capable de te la fermer puis de laisser les autres parler avant toi. Est-ce que c'est facile? Non. Sauf que ça en vaut le coup parce que c'est ce qui fait qu'après ça, tu sais que la business va rouler même quand tu n'es pas là. Parce que tu as rendu des employés qui sont autonomes, qui sont engagés, qui sont capables de... Ils ne font pas juste leur job, ils sont payés pour penser aussi. Parce que c'est ce que tu veux. Si tu veux amener ton entreprise à un autre niveau, il faut que tu aies des employés qui sont capables de penser parce que tu leur as donné l'espace pour pouvoir le faire. Parfois, puis si on revient à l'histoire du début du Capitaine Marquette, quand il est arrivé sur le sous-marin Santa Fe, l'équipage était là avant lui. Et l'équipage, dans l'armée, dans la marine, tu ne les choisis pas. Ils sont là. Tu ne choisis pas comment fonctionne. Fait qu'il ne choisissait pas son environnement. Le sous-marin, il travaillait avec les outils qu'il avait. Il travaillait avec les hommes qu'il avait. Il n'avait pas le choix. Tout ce qui pouvait changer, contrôler, c'est sa communication. C'est la seule affaire. Alors, quand un marin, un subalterne venait le voir dans son cockpit, dans sa cabine pour dire « Capitaine, on a un problème », bien, David Marquette débarquait de sa chaise, il demandait au marin « Assis-toi à ma place ». Puis là, c'est là qu'il utilisait l'échelle du leadership, puis il disait « Toi, qu'est-ce que tu en penses? » Je peux vous dire que les premières fois qu'il a fait ça, là, le marin le regardait en disant « Il est fou, le capitaine ». Sauf que David Marquette n'avait pas le choix parce que premièrement, il n'avait rien à perdre. Il prenait un sous-marin qui était le dernier au classement de toute la flotte et il ne connaissait pas le sous-marin. Fait qu'il était dans, quand on regarde le graphique, là, lui, il ne savait pas. Il pouvait pas, il avait choisi de ne pas dire n'importe quoi puis de laisser parler ses employés. Est-ce qu'on fait tout le temps ça 100% du temps? Bien sûr que non. Parfois, comme leader, il faut prendre des décisions. Parfois, il faut mettre son pied à terre, oui. Sauf que dans un contexte optimal, c'est de créer un espace pour que tes employés puissent s'exprimer, puis pour pouvoir s'exprimer pleinement leur créativité, tout ça. Non seulement il faut leur donner l'espace, mais il faut qu'ils aient l'opportunité de penser. Si tu ne penses pas à leur place puis que tu es le dernier à parler, tu vas favoriser ça. Alors là, on va faire un autre petit exercice, fort probablement le dernier de la matinée. Je vais vous retourner dans des salles et je vais vous demander de brainstormer sur la différence entre instruction et information. On va prendre un 5 minutes. Ne bougez pas. Alors, je suis curieux d'entendre vos théories sur la différence entre instruction et information. Bon, je pense que je vais me lancer, vu que je n'avais pas parlé la dernière fois. On avait des manières un peu différentes de voir la chose. Donc, moi, je vais commencer. Je n'avais pas fait preuve de leadership, vu que j'avais parlé en premier.
J'avais présenté, pour selon moi, l'information, c'est comme la donnée. C'est comme la donnée brute, puis qu'il y en a beaucoup, puis qu'il y en a qui est utile, puis qu'il y en a qui n'est pas utile. Alors que l'instruction, c'était vraiment le comment faire la chose. Ramdam, lui, avait une manière un peu différente de voir la chose. L'information, c'était plus la transmission, c'est de laisser le libre champ de comment ça va être fait, une plus grande liberté lorsqu'on donne une information. Alors que l'instruction, c'est plus donner l'ordre, c'est donner comment faire de manière plus imposée. J'aime ça. Donc ça, c'était une manière de voir la différence entre l'instruction et l'information. 1-0 pour Ramdan. Est-ce qu'il y a une autre définition? Désolé, Pierre. C'est pour ça qu'il avait parlé en dernier, c'est pour ça. Il y a un autre qui veut se risquer? Je vais y aller, moi, d'abord. Oui. Moi, j'étais avec Laila, qui était à Hamilton. Oh. Et nous, on a pensé pas mal la même chose tous les deux. C'est que des instructions, c'est quelque chose qui est très clair, très précise, comme un protocole à suivre. Puis de l'information, c'est quelque chose qui peut être seulement complémentaire. Et comme exemple, envoyer un bulletin d'information pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau et les instructions suivront par après. OK. Bien, merci à tous pour votre participation. Puis voici, dans le fond, la différence. Puis Ramdam l'a touché pas mal. Pensez à, tu sais, quand il y a des déménagements, là, puis il faut que tu recules un trailer ou un camion où tu ne vois pas bien, là, puis tu as un partenaire, tu as un de tes chums, là, un ami là, qui est là en arrière, là, puis il te donne des instructions. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire « Ouais, vite-en, vite-en, vite-en. » Puis après ça, bang, il est trop tard, tu as rentré dans un pilier, dans un poteau où tu as trop reculé, où tu n'as pas assez reculé. Tandis que de l'information, c'est ça. Comment ils font, là, les signaleurs sur les pistes d'atterrissage à l'aéroport là, pour stationner des avions de plusieurs milliers de tonnes? Ils ne donnent pas des instructions. Ils donnent de l'information. Alors, imaginez, là, revenons à ton copain qui est en train de reculer là, parce que vous êtes en train de déménager, puis il recule le pick-up là, dans le cours. Là. Puis au lieu de dire ça, si tu fais ça à la place. Okay. C'est la différence entre information et instruction. Alors, si tu veux, là, juste des employés qui sont ce qu'on appelle red work, ils font leur job. Tu leur as donné des instructions, comme quand Volkswagen ont trafiqué les systèmes anti-pollution diesel, comme quand les Astros de Houston ont triché au niveau des signaux, comme plein d'autres, là, où tout le monde faisait sa job. Il avait reçu des instructions, puis on le fait. Oui, il faut donner des instructions parfois, j'en conviens. Sauf que si tu es capable d'être conscient, puis comme leader, vouloir t'élever à un autre niveau, puis te démarquer, pense le plus souvent possible si tu es capable à transmettre de l'information. Parce que ça donne la place à penser. C'est que là, ton employé va être obligé de réfléchir, ton employé va être obligé de créer, ton employé il n'y aura pas le choix de beaucoup plus s'engager. Et comment on fait ça? Bien, il y a une technique qu'on peut faire. Ce monsieur-là ici, je vous le présente, Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith est un spécialiste de leadership qui est vraiment, là, comme on dit en anglais, out of the box, là, à l'extérieur de la boîte. Il a popularisé un concept qu'on appelle le feed forward. Je m'explique. C'est qu'il a fait ce qu'on appelle la différence entre feedback et feed forward. Quand on parle de feedback, quand on parle de rétroaction, ben, on parle de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis c'est pas mauvais, là. Méprenez-moi pas, là, c'est normal, ça peut arriver. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut changer au passé? Tu sais, c'est correct, la tape dans le dos, là, on la veut, là. Fait que si tu as fait un beau travail, premièrement, juste dire que tu as fait un beau travail, c'est pas assez. Il faudrait peut-être que tu sois plus spécifique. Mais ça, c'est un autre débat.
Tandis que quand tu donnes du feed-forward, c'est que tu donnes des outils, tu donnes de l'information, tu donnes des éléments de réponse à un employé pour appliquer dans le futur. C'est que tu lui donnes des choses pour qu'il devienne meilleur. Parce que quand tu es en auto, c'est en avant que ça se passe. C'est là que se trouve la croissance et c'est là que, dans le fond, si tu veux que ton employé devienne plus autonome, c'est là que dans ton langage, oui, si tu veux dire beau travail, c'est correct. Puis je raconte une anecdote quand une expérience de leadership pour moi qui a été, comment dire, assez formatrice. C'est quand j'étais entraîneur de hockey, on suit des grades qu'on appelle là, des accréditations. Et mon accréditation avancée, la dernière que j'ai suivie, tu es supervisé. C'est que tu passes une semaine en classe à étudier là, vraiment là, la game, puis la physiologie, puis la psychologie, puis la préparation mentale, puis tous les systèmes de jeu, puis ainsi de suite. Et suite à ça, le côté pratico-pratique, c'est que pendant un entraînement et pendant un match, tu as ce qu'on appelle un coach de coach. Un gars dans les estrades avec un grand pad, 8,5-14, puis il prend des notes, puis il prend des notes, puis il prend des notes, puis il prend des notes. Il est stressant. T'sais, quand tu dis regarder par-dessus ton épaule, là, ben, ce gars-là, là, il est 2-3 rangées en arrière de toi, puis il prend des notes. Et là, à la fin du match, il venait me voir, quand tous les joueurs étaient partis, puis tout le monde, là, il faisait noir dans l'aréna. Là, il disait en deuxième période, Mathieu est revenu au banc. Là, tu as dit c'est beau, Mathieu, good job, beau travail. C'est quoi tu voulais dire? Tu sais, quand on parle là, que le leadership, c'est le langage, là, ben c'est ça. C'est essayer de voir si vous n'êtes pas trop générique pour devenir beaucoup plus spécifique. Puis le feed-forward, là, c'est un peu ça. C'est que quand vous avez un employé que vous voulez féliciter pour son travail, soyez plus spécifique. Oui, c'est correct de l'encourager. Oui, c'est correct de le louanger. Sauf que soyez plus spécifique pour qu'il puisse transporter ça dans le futur, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Parlons maintenant de clarté au niveau, en passant, quand on parle de feed-forward, faites cet exercice-là. On n'a pas le temps ce matin. Faites l'exercice avec des gens à la maison, au travail ou dans votre réseau. C'est que vous donnez un aspect que vous voulez améliorer. Mettons, je veux me lever plus de bonne heure le matin et je veux couper le sucre, je veux je ne sais pas moi, perdre 5 livres, je veux faire ci, je veux faire ça. Quelque chose que vous voulez améliorer dans votre vie personnelle. Et l'autre personne, elle ne peut pas vous donner aucun feedback, aucune rétroaction qui se situe dans le passé, mais elle doit vous donner seulement une ou deux idées que vous pouvez appliquer dans le futur sans aucun jugement. Pourquoi, qu'est-ce que tu dirais d'essayer ça, d'essayer telle méthode, tel outil, telle technique, tel ci, tel ça? Puis toi, tout ce que tu peux dire, c'est merci, that's it, pas plus. Pas de jugement, pas de négociation, pas de débat, c'est je vis telle situation, j'aimerais améliorer tel aspect, la personne fait juste te donner une ou deux idées. Quand on fait cet exercice-là en salle, en groupe, dans des formations de travail d'équipe, c'est très puissant parce que les gens s'ouvrent beaucoup plus. Ils sentent que l'environnement est sécuritaire, puis ça permet beaucoup de mobiliser, de faire en sorte que les gens vont être plus à l'aise, puis comment dire, confortables de travailler en équipe à ce moment-là. En parlons langage maintenant. On a ici ce qu'on appelle la grille de la clarté. Quand vous vous exprimez, que vous voulez exprimer des idées, vous allez à 3 niveaux. Il y a 4 niveaux, pardon, que vous pouvez exprimer des idées, puis avec les résultats que ça vient. C'est que vous pouvez être vague ou spécifique, puis l'idée que vous voulez exprimer ou le concept ou le projet va être exprimé ou pas exprimé. Alors, le premier niveau, qui est vraiment le niveau vraiment de base, là, c'est qu'à ce moment-là, il y a 0 communication. C'est que tu as une impression de ce que tu veux, de ce que tu penses, c'est vague,
tu n'es pas sûr de ce que tu penses, fait que les autres non plus. Fait que ça, c'est vraiment, c'est vague, c'est zéro communication, puis tout le monde est dans l'ignorance. Fait que tu es mieux avant de vouloir exprimer quoi que ce soit, de prendre le temps là, de faire un peu d'introspection, puis de travailler sur c'est quoi ton idée, puis qu'est-ce que ça va donner. Le deuxième niveau, ben, lui, est exprimé. Sauf que la communication est brouillée parce que tu dis ce que tu penses, mais ce n'est pas précis parce que tu ne l'as pas travaillé toi-même. Alors, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Fait que là, on passe de l'ignorance à la confusion. Les employés, les équipiers, les partenaires sont mêlés. Après ça, le troisième niveau, ben là, tu es pas mal spécifique, sauf que tu penses que tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle la communication implicite. C'est que tu sais ce que tu penses, puis tu sais où tu veux aller, sauf que tu n'es pas capable de l'exprimer, puis ce que ça fait, c'est de la frustration. C'est toi, comme leader ou comme dirigeant, qui la vis cette frustration-là parce que tu te dis, coudonc, voyons donc, ils ne comprennent pas, parce que tu n'es pas capable de transmettre ton idée. Et le summum, ultimement, c'est d'être capable, ce qu'on appelle une communication claire, c'est vous dites ce que vous pensez et ils comprennent ce que vous dites. Et ça, à ce moment-là, c'est vraiment, ultimement, c'est un processus, bien sûr, mais c'est là que les gens vont vraiment comprendre ce que vous voulez dire. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a discuté ce matin? Moi, j'en ai une. Oui. Je t'ai mentionné tantôt qu'un des enjeux que j'ai beaucoup, c'est souvent de gérer mon intensité. Puis mon intensité, elle part tout le temps d'une bonne place, elle part d'une place où je veux aider, puis je veux être le plus soutenant, le plus un bon leader, si tu veux, d'une certaine façon. Dans ce qu'on a, je reste avec un peu sur ma faim sur ça. Là. Selon toi, dans les outils qui sont là, un que je retiens, c'est d'être le dernier à parler. Ça me parle. Parce que ça me permet de me taire, d'écouter, puis souvent, ce que j'ai tendance à vouloir trop rapidement dire, il va être dit par quelqu'un d'autre, puis je vais avoir la satisfaction de l'avoir vu. Mais à part ça, y a-tu d'autres trucs au niveau de la gestion de l'intensité? Ah, tu me connais un peu, hein, puis je te donne le droit de me mettre ça dans les dents, si tu veux. Ben, vite de même, je te dirais, ton plus gros obstacle, sans jeu de mots, là, puis en tout respect, pour atteindre ce que tu veux atteindre, ben, il est dans le miroir le matin quand tu te lèves. Là. Dans le sens, il faut que tu t'enlèves de ton chemin. Et tout en restant toi-même, c'est que dans le fond, ton intensité, tu pourrais la canaliser dans certains meetings d'équipe où tu le vends le What's in it for me. C'est que, mettons, tu as un projet, tu as une vision, tu as défini un pourquoi pour l'entreprise, l'organisation ou quoi que ce soit. Ben, voici, gang, où ce que l'entreprise X, Y, Z pourrait aller dans le futur. Puis voici, le What's in it for me, c'est en quoi ça va être payant pour tout le monde. Puis pas nécessairement payant en termes d'argent, mais payant en termes de réalisation, que ça va profiter. C'est pense win-win. Puis il n'y a rien de parfait. Là. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. On s'entend que ce que je vous ai partagé ce matin, ce n'est pas, comment dire, parole d'évangile, dans le sens que ce n'est pas d'appliquer tout le temps ça littéralement sans aucun jugement, puis flexibilité, puis ajustement. J'en conviens que ce n'est pas toujours facile, sauf que la prise de conscience précède le changement, puis je pense que tu es pas mal plus avancé que tu penses. Dans le sens que ce que tu nous as partagé, tu en es conscient. Fait que tu es déjà proche d'être un meilleur leader. C'est un processus. Hein? Est-ce que j'aime dans les meetings, là, sois pas trop dur envers toi-même. Bienveillance envers tout le monde, mais bienveillance envers Robert aussi. Là. Puis, essaye un outil à la fois. Essaye pas de prendre les 2 heures de formation qu'on a jasé le matin, puis de tout bang, 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 j'essaie de... Que, si ça t'a parlé d'être le dernier à parler dans un meeting, essaye ça. Là, ils vont penser que tu ne fais le pas, ils vont penser que tu es malade, peut-être. Ils vont te dire, Robert, fait que c'est là que tu vas dire, ben, sois open avec eux autres en disant, ben, j'essaye de, annonce ton intention.
Puis moi, je pense que ça va ouvrir des portes. En résumé, ce que je retiens du feedback que tu me donnes, c'est. Puis il y a une image que tu l'as bien fait, le Captain Market, quand il est assis dans son sous-marin, puis que l'employé arrive, puis qu'il dit « Hey, voici telle situation, il y a tel problème », puis qu'il switch de chaise avec lui. Moi, dans ma tête, c'est ça, c'est faire inconsciemment le switch dans la chaise pour pouvoir permettre à l'autre de garder l'ownership, puis moi, de me tasser du chemin, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est de ne pas toujours garder les mains sur le steering, puis de passer le steering aussi. Est-ce que, Robert, l'échelle du leadership, c'est quelque chose que tu avais déjà vu, que tu connais? C'est pas c'est quelque chose que je connaissais, pas ample comme ça, parce que souvent, c'est sûr que depuis un petit peu, presque un an, là, on se côtoie plus que d'habitude. Puis j'avais sur mon burner le Simon Sinek, que tout le monde m'en parlait, puis je ne prenais jamais le temps d'aller voir. Puis ce que je retiens dans tout ça, c'est souvent qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis Gary Menchek aussi, l'autre gars, là, c'est la même affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais c'est de m'enlever du chemin et de dire, OK, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin? Pas, moi, je veux que tu fasses ça. C'est qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, dans le fond, là, ils te connaissent, les employés. Là, je veux dire, Robert Giroir, là, c'est pas trop long qu'on peut le connaître, là, dans le sens qu'il n'y a pas de masque. Là, fait que ton intensité, ça prend juste une couple de minutes ou d'heures, puis qu'on le sait qu'il Ceci étant dit, c'est sûr, là, on est en train de jaser entre leaders ce matin, entre personnes. Si vous êtes là ce matin sur l'appel, sur la formation, c'est parce que vous voulez être meilleur à interagir avec des employés, des partenaires, des collaborateurs. Mais les collaborateurs aussi ont besoin de savoir comment dealer avec vous autres. Là. C'est pas d'enterrer, puis d'abrier, puis de cacher ton intensité. C'est que tu es ce que tu es. Fait que c'est juste de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu étais à ma place, comment tu ferais ça? Comment tu vois la situation? Non, je ne l'ai pas. Il y a plein d'infos. Puis à un moment donné, ce matin, j'étais plus en mode accueillir les infos. Puis là, plus qu'on se parle, plus que. Hey, c'est vrai, l'échelle du leadership, c'est un bel outil pour baisser mon intensité. Va l'imprimer, puis moi, je te dirais, là, fais-la plastifier ou quoi que ce soit, puis garde l'approche. J'ai fait une capture d'écran, fait que c'est sûr que je vais m'en servir. All right. D'autres questions? Hey, merci, Raymond. Raymond? Oui. J'ai une question à te poser, mais si tu permets, et Robert aussi, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Robert vient de dire. Vas-y. Parce que je me le permets, parce que j'ai fait avec lui le premier exercice que tu nous as fait faire. Oui. Tu nous as donné 5 minutes. Effectivement, ce n'est pas long pour qu'on se rende compte que c'est quelqu'un d'intense, que c'est quelqu'un de passionné, effectivement. Oui. Alors, s'il tombe en face de lui de quelqu'un qui est impatient, et il peut avoir de gros problèmes de communication ou de relation. Par exemple, je me permets de le dire, Robert, mais c'est sans façon, là, il faut que ce n'est pas pour juger ni quoi que ce soit. Les 5 minutes que tu nous as données, je n'ai pas vraiment eu du temps pour parler. C'est juste pour dire que c'est vraiment l'intensité, elle est très, très forte. Alors, moi, ce que je propose, quelque chose de très pratique, tu demandes aux gens, surtout ceux avec qui tu collabores à tous les jours, de te dire d'arrêter de parler au bout d'une minute et demie, de 2 minutes ou 3 minutes, c'est toi qui choisis le temps. Tu leur dis carrément, dis-moi d'arrêter ou juste un petit panneau stop ou quelque chose comme ça, juste pour que tu t'entraînes. Et évidemment, je parle si tu parles sans interruption, pour que tu t'entraînes parce qu'à chaque fois qu'on t'arrête, ça te met dans un autre état tout de suite. Là. Donc, ça crée un ancrage. Et puis, avec la répétition, ça peut t'aider vraiment à être bon. L'intensité, ce n'est pas si mauvais que ça, mais parfois, ça peut générer des conflits, effectivement. Ça, c'est juste une idée. Et je m'excuse, Robert, si jamais j'ai dit quelque chose qui… c'est juste une remarque. Pour revenir à ma question, Raymond. Oui. Tu as parlé de David Market, c'est comme ça qu'il s'appelle, le monsieur de la marine américaine. Oui. Est-ce que tu as des informations sur lui? Parce que en parlant de lui, moi, j'ai pensé à quelque chose ce gars-là qui pouvait avoir
et que le commun des mortels, beaucoup d'entre nous, de toute façon, n'ont pas. Moi, ce qui m'interpelle dans son histoire, c'est comment, en ayant une surprise de dernière minute après une année de préparation pour aller s'occuper d'un sous-marin bien précis, Oui. il a été affecté dans un autre, sans compter qu'il était le dernier de la flotte, etc., comme tu as parlé. Comment lui, mentalement, comment il s'est mis dans un état où est-ce qu'il va, premièrement, accepter la situation, parce qu'il a travaillé dur pendant un an pour une mission, et tout d'un coup, on l'envoie dans une autre mission complètement imprévue. Qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur de lui pour déjà accepter ce défi-là et se mettre en mode disponibilité, si on peut dire? Et ce qui a suivi, voilà le résultat, on connaît, c'est un résultat extraordinaire. Mais ce que je veux comprendre, est-ce que tu as des informations? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui-même? Non, je n'ai pas. C'est une excellente question. Il faudrait que je retourne. Vois-tu ce qui arrive quand moi, je me jette un. J'aime beaucoup lire, puis je suis de la vieille école. Je vais acheter des livres physiques, là. Sauf que mes livres, que je les achète plus dans une optique de pouvoir retransmettre des concepts, des principes, des connaissances et tout ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu le livre, mais pas d'un couvert à l'autre, dans le sens que je vais chercher seulement ce que j'ai de besoin. Et je n'ai pas cette information-là, mais je pourrais vérifier puis t'en parler lors d'une prochaine conversation. Merci. On va prendre une dernière question, juste avant que je puisse conclure. S'il y a une autre question. Alors, je vais vous laisser sur deux réflexions. La première. J'en ai une question, excuse-moi de t'interrompre, Raymond. Vas-y. Comment que, au travers du leadership, avoir de la compassion? Parce que au travers de tout le leadership que je fais, que j'essaye de faire, j'ai bien de la misère à dire à quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Comment aborder sans trop en parler, il est déjà midi là, pour les autres, là, mais je vais être le meilleur des deux. Mais comment que je vais être capable de dire à quelqu'un qui n'a pas fait sa job sans... Ouais. Ben, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, Dom, puis c'est... Il y a deux façons de voir ça. La première façon, c'est que le leadership, ce n'est pas toujours le fun. Là, on a mis ça le fun ce matin. C'est qu'on a échangé, on a partagé des réflexions sur des outils pour que, tu sais, il n'y avait rien de contraignant, là. Il n'y avait rien de plate, dans le sens que c'est tous des outils pour qu'on ait du fun à communiquer puis à amener notre leadership à un autre niveau. Ceci étant dit, le leadership, ce n'est pas tout le temps le fun. Il se pourrait que tu aies à reprendre ou à congédier ou à corriger un employé. Ça peut arriver surtout si, tu sais, quand on a vu en début de rencontre là, Red Work et Blue Work, là, tout dépendant du type d'entreprise, ce n'est pas tout le temps blue, dans le sens que il y a des, tu sais, si on revient aux sous-marins de David Marquette, ben, les marins, les officiers avaient des tâches à faire, là. Puis, il y avait bien des tâches que c'était fait à job, là, dans le sens que quand tu regardes des cols bleus en train de creuser un trou, là, ben oui, il y a des moments où ils pourraient peut-être penser et être créatifs, sauf qu'il y a d'autres moments, il faut qu'ils fassent leur job. Bon. Fait, il peut arriver que tu aies à reprendre un employé, puis parce que c'est le bout de plate de la job du leader. Ça arrive. Il y a l'autre réflexion, c'est que j'étais tombé sur un exemple d'une compagnie à New York de logiciels où on t'engage et à moins que tu commettes un acte criminel, fraude, vol ou quoi que ce soit, tu es assuré de ne jamais être congédié sur des situations de performance. Tu as la sécurité d'emploi là, à vie parce que, c'est sûr, il y a un processus d'embauche qui est quand même assez rigoureux, on s'entend là. Sauf qu'un coup qu'on t'engage, voici la vision, le why, le pourquoi, les valeurs de l'entreprise et tout ça. On est une entreprise familiale où on a des activités le dimanche, on va jouer à la balle, on a des pique-niques, des barbecues, des choses comme ça. Si tu t'intègres à notre compagnie, à notre organisation, ben on va connaître ta femme, tes enfants, puis la famille, puis tout le kit. Et jamais on va te congédier sur un item de performance
on va te former à la place. Et c'est là que le feed-forward peut embarquer, Dom. C'est que quand tu as un employé, si tu ne veux pas le congédier, que tu n'as pas de raison de le congédier, sauf qu'il a mal fait sa job, entre guillemets, feed-forward, c'est de la formation. C'est de l'informer sur qu'est-ce qu'il faut. Voici ce genre de travail-là, comment ça devrait être fait pour produire tel résultat qui va être gagnant-gagnant pour l'entreprise. C'est pas toujours simple, j'en conviens, mais pense feed-forward. Tu as mis le doigt gagnant-gagnant pour l'entreprise. Si l'entreprise continue, tu vas conserver ton emploi. Si l'entreprise ferme, tu vas perdre ton emploi. Et voilà. Je vais vous laisser sur cette citation-là de ce monsieur-là, Jack Welch, qui a été le président, il est décédé dernièrement, là, très célèbre de la compagnie GE, méga multinationale. Il disait que la job du leader, ce n'est pas de faire danser les chiffres. Là, c'est une métaphore, bien sûr, là. La job du leader, c'est de faire danser les employés parce qu'eux vont faire danser les chiffres. Vous regardez des compagnies là, où il y a un bon service à la clientèle, c'est parce que les employés sont bien traités. Quand les employés sont bien traités, bien, les chiffres montent tout seuls. Focuser sur les employés, c'est ça que ça va faire. Parce que les bons leaders là, vont faire en sorte que le groupe ait confiance en eux. Et ça revient à, tu sais, quand on disait tantôt, là, puis Dom, tu disais, ouais, mais si dans un meeting, je suis le dernier à parler, est-ce que ça peut être un signe là, de faiblesse ou de lâcheté ou quoi que ce soit? Parce que souvent, puis on a été entraîné de même, puis moi le premier, les leaders veulent être valorisés. Je suis un bon leader, puis je veux que tout le monde ait confiance en moi. Sauf que les excellents, les grands leaders font en sorte que le groupe ait confiance en eux-mêmes. Puis ça fait toute la différence. C'est correct que, comme leader, que tes employés aient confiance en toi. Mais ultimement, ce que tu veux, c'est qu'ils aient confiance en eux. Puis c'est ça que ça va faire que ton organisation va avoir du succès. Oups, je vais juste arrêter l'enregistrement.